Non, ça peut. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurèle Minassian, qui a un parcours assez atypique, hein, qui est passé d'ingénieur physique-chimie à spécialiste finalement de la santé au naturel et du coaching méta. C'est ça, je ne me suis pas trompée? C'est ça, coaching C'est méta, ça. coaching santé, régénération de la vision. Voilà, donc bonjour Aurèle, ravie de te recevoir. Alors je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Patricia Parenati. Mon credo, moi, c'est les quarantenaires qui se sont trompés de vie, qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire dans leur vie, tout parfaitement bien, puis qui un matin se réveillent en se disant, eh ben, je ne suis pas heureux, j'ai tout pour l'être, mais je ne le suis pas. Donc, que fait-on avec ça? Voilà, donc je les aide à reconvertir leur vie, à aller mieux, et puis repartir sur des nouvelles perspectives. Dans ce contexte-là, Aurèle, elle a un très beau parcours puisque, après avoir fait une école d'ingénieur en physique-chimie, elle s'est intéressée à la santé. Comme souvent, d'ailleurs, on tombe un peu dans ce bain-là par hasard. Donc, je vais te laisser nous présenter ton parcours et puis je te poserai quelques questions pour que ça ait l'air d'un débat un peu plus animé qu'un monologue. D'accord. Voilà. Merci Patricia de m'interviewer, de me donner l'occasion de parler de ça. Donc moi, en fait, je suis rentrée un petit peu par hasard dans la santé naturelle, parce que par nécessité, en fait, parce que je voyais bien que mon fils avait besoin je cherchais quelque chose, je cherchais une solution que les médecins n'arrivaient pas à me donner, que les psychologues n'arrivaient pas à me donner. Il était en échec scolaire, il avait des grosses difficultés à se concentrer. Et j'ai fait mes recherches toute seule et je suis tombée sur des médecins alternatifs comme Natasha Campbell en Angleterre, comme le docteur Soulier en France, comme tout un tas de gens. Et je me suis formée à l'hygiénisme et j'ai régénéré en fait les parois intestinales de mon fils qui faisait… Ouais, Je vas-y. t'interromps juste quand tu dis il avait du mal à se concentrer. C'est aujourd'hui tout ce spectre d'enfants qu'on classe dans les troubles du déficit de l'attention ou Exactement. On m'avait dit… l'hyperactivité, d'accord. Ouais, voilà, dyslexie, hyperactivité, problème de concentration, voilà, problème de compréhension aussi scolaire. Voilà, il y avait des choses où il arrivait à performer. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais il voyait les solutions. Donc, il y avait un espèce de truc qui se faisait tout seul. Et puis, à côté de ça, des trucs où il restait bloqué. Donc, c'était vraiment… très bizarre. Et j'ai fini par comprendre en fait que les médecins essayaient de classifier les enfants. Ils avaient fait des cartographies, la dyslexie de ci, ça. Et en fait, moi, j'ai fini par comprendre que dans leur cerveau, il y avait juste de la toxicité qui se mettait un peu là où elle pouvait, au hasard, en fonction de chacun, en fonction du terrain, en fonction de l'activité naturelle du cerveau. Et il y avait des endroits qui étaient complètement vides d'énergie parce qu'il y avait de la toxicité. Donc moi, j'ai entrepris de régénérer les parois intestinales de mon fils, puisque c'est avec le brouillard mental, en fait, on a un parallèle entre ce qui se passe dans les intestins, dans l'intestin grêle et dans le cerveau. Et en changeant son alimentation et en le sortant du système scolaire, parce que quand on reste dans le système scolaire, on a accès aux cantines, et dans les cantines, on ne peut pas révolutionner son alimentation parce qu'on donne aux enfants matin, les gens qui mangent à la cantine, en tout cas à la cantine, mangent beaucoup de gluten, beaucoup de laitage, beaucoup de sucre raffiné. Et en fait, si on arrive à enlever ces 3 toxiques-là de l'alimentation des enfants, mais si on arrive à les enlever matin, midi et soir. Alors, chez nous, on le faisait déjà, mais tant qu'il y avait la cantine qui venait engorger, on n'arrivait pas à se régénérer. Et moi, j'ai compris ça seulement l'année où je l'ai retiré de l'école, où il a mangé 100% ce que moi, je lui préparais. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, moi, maman, avant, j'étais dans le brouillard, en fait. Donc là, on a su qu'on avait eu un impact. Du coup, tu vas éliminer le gluten, le lactose, donc pas de laitage, pas de fromage, pas de pain, pas de pâtes. Alors oui, des pâtes sans gluten, Oui, du mais des pain pâtes sans sans gluten, oui. gluten, tout ça, voilà. Alors, à l'époque, tu vois, aujourd'hui, mon fils, il a 21 ans, tout ça, on l'a compris quand il en avait 14. Donc, moi, j'avais déjà enlevé le gluten depuis pas mal d'années, mais ça ne suffisait pas parce que l'éviction n'était pas totale pour lui. D'accord. Et du coup, comment tu Important. expliques le gluten va créer donc une toxine ou le lactose?
Alors, le gluten, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas vraiment une toxine, c'est que le gluten, il a un double rôle. C'est que d'abord, il fait des trous dans les parois intestinales. Les parois D'accord. intestinales, en fait, de l'intestin grêle, là où se passe la digestion, il y a une frontière, ce qu'on appelle les parois intestinales, entre l'extérieur, donc le système digestif, et l'intérieur, c'est-à-dire la circulation sanguine. Et normalement, cette frontière D'accord. est fermée. On ne doit pas laisser rentrer des choses qui ne sont pas digérées. Et le OK. gluten, comme c'est une colle et qu'il est en excès dans notre alimentation, il vient sur les parois intestinales, il grignote et il fait des trous. Ce qui fait que derrière, il y a des choses non digérées qui passent dans la circulation sanguine et qui arrivent jusqu'au cerveau, qui passent la barrière hémato-encéphalique et qui font un brouillard pour les gens. Donc le gluten, il a D'accord. ce double rôle d'être à la fois celui qui fait les trous et celui qui passe derrière pour aller rejoindre le cerveau. Donc, Du coup, si j'extrapole un peu, si je vais plus loin, ça voudrait dire que tout ce qui est trouble du spectre autistique, hein, si on change l'alimentation, on arrive à faire basculer l'enfant dans un cadre normal. Enfin, exactement, exactement. voilà, Moi, je me suis inspirée des travaux de Natasha Campbell. Natasha Campbell, c'est une Anglaise d'origine russe qui avait un enfant qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 2-3 ans. Et elle, en tant que médecin, neurologue, elle était impuissante et on lui disait que la médecine n'avait aucune solution. Et elle, en tant que mère, c'était insupportable pour elle de voir ça. Donc, elle a cherché et elle a trouvé. Et c'est elle qui a mis en place, aujourd'hui, elle a une clinique, je ne sais pas où est-ce que c'est exactement en Angleterre, mais elle a une clinique dans laquelle elle régénère. Et son fils, qui aujourd'hui, elle doit avoir 24 ou 25 ans, peut-être même plus encore, il a fait des études universitaire dans le domaine de la communication. Donc, il est sorti, oui, donc, de l'autisme profond. Voilà. oui, Et en fait, la dyslexie, les problèmes de concentration, les TDAH, etc., c'est de la toxicité petite et l'extrême étant l'autisme profond. oui. Voilà. Donc, en fait, plus on a à régénérer, plus il faut que le régime soit mis en place longtemps. Après, chaque enfant va être, le terrain va être spécifique pour chacun. Tu vois, on ne sait pas exactement à quel niveau on en est. On sait juste que il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc moi, je me suis vraiment inspirée de ces bouquins, de ces conférences, de ces formations pour l'appliquer sur mon fils. Et c'est comme ça qu'on a fini par régénérer et que, voilà, aujourd'hui, c'est bon, quoi. Son cerveau il fonctionne bien. D'accord, donc aujourd'hui, il est capable de se concentrer, il a retrouvé… Oui, oui, oui. Et même quelquefois, ça c'est ma plus grande victoire, quand on est à deux en train de faire des choses et qu'il me dit, bon, maman, là, tu vas pas assez vite, là, parce que t'as pas… Là, je me dis, yes, quoi. Yes, Ouais, tu vois. c'est… C'est sûr qu'on est loin d'en avoir fait le tour, surtout avec tout ce qu'on a ingurgité, entre guillemets, en chimie C'est ça. médicale, on va dire, ces dernières années, entre les vaccins et tout. Bon, moi, je vois, j'ai un enfant qui, suite à un vaccin, alors, a développé un QI supérieur, mais comme je te disais tout à l'heure en préparation de l'entretien, ça le rend émotionnellement… Alors, j'aime pas tous ces termes inaptes, instables et compagnie, mais émotionnellement, il a deux palettes, la colère ou la tristesse. Ouais, c'est ça. C'est, En fait, moi, ce que j'identifie, tu vois, le cerveau, il y a deux hémisphères. Et en fait, plus il va y avoir d'énergie d'un côté, plus il va y avoir de toxicité d'un côté, plus l'énergie, elle est importante là où elle peut. Alors que normalement, elle oui, doit circuler d'une hémisphère à l'autre pour équilibrer un petit peu. Et c'est pour ça que les enfants, c'est très surprenant parce qu'il y a des choses qu'ils arrivent à faire hyper bien, d'autres choses dans lesquelles ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que l'énergie n'a pas accès à toutes les zones. Parce que quand il y a de la toxicité, l'énergie ne peut plus circuler à cet endroit-là. Donc, quand on détoxifie, on permet après à l'énergie de retrouver en fait la globalité du cerveau pour avoir un fonctionnement plus optimal et plus agréable, comment dire, plus serein pour l'enfant. oui, c'est clair. Mais du coup, ça me donne des idées. Alors bon, je sais pas comment je vais
convaincre de se passer de chocolat, parce qu'on a déjà beaucoup changé notre alimentation depuis 1 an avec tout ce qui nous est tombé dessus. Mais oui, ça va me donner matière à cogiter. Dans les autres activités que tu as mis en place, tu as mis en place la méta. Oui, alors la méta… Est-ce que tu peux nous expliquer le lien finalement entre la méta qui va plus s'occuper de notre apparence physique et puis la santé au naturel? Ouais, la méta, c'est un outil de connaissance de soi qui est extrêmement profond, en fait, qui est axé sur une lecture énergétique de notre corps. Et en fait, on a observé que le rayonnement de notre peau, la façon de bouger et la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est des choses, en fait, qui ont un lien avec notre architecture physique, avec les matières de vêtements qui ont la même énergie que nous et les couleurs qui ont le même rayonnement que notre peau. Donc, du coup, quand on porte les vêtements qui ont la couleur de notre rayonnement, qui ont la matière qui bouge comme nous et qui ont une architecture qui ressemble à notre architecture physique, on est dans nos vêtements comme si on était nus, en fait, parce que les vêtements n'ont pas une énergie qui nous entrave. Et en fait, cet outil de connaissance de soi, il est hyper intéressant dans la mesure où on apprend à se connaître profondément, on apprend à reconnaître nos forces, nos talents, nos dons, et surtout, on apprend à relationner avec les autres en sachant que les autres n'ont pas les mêmes forces, les mêmes talents, les mêmes dons que nous. Et donc, en fait, on n'est plus en concurrence avec les autres, on est juste en potentialisation de nos différences, en fait. Et ça, je trouve, c'est hyper chouette. Et le parallèle que je fais, moi, avec la santé, c'est que la santé, en fait, c'est pas seulement avoir un corps qui fonctionne bien, c'est avoir un émotionnel qui fonctionne bien, avoir un relationnel qui fonctionne bien. Parce que le relationnel est source de beaucoup de stress quand ça ne se passe pas bien. Et donc, créer un émotionnel qu'on sait plus ou moins gérer et du coup, un dysfonctionnement physique sur le plan de la santé. Donc, en fait, il n'y a pas de frontière pour moi entre le physique, l'émotionnel, le relationnel. Et la méta… Oui, donc du coup, tu prends l'être humain dans sa globalité. Exactement, exactement. Il est extérieur parce qu'il va communiquer avec les autres, mais il est aussi intérieur parce qu'il va communiquer avec lui-même et avec, alors pour ceux qui y croient, puisque je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, cette part de subconscient et d'univers qui fait partie du grand tout avec lequel on peut ou pas communiquer. Je sais qu'on partage, je pense. Moi, j'appelle ça communiquer avec notre âme, en fait, parce que notre âme, c'est la partie impalpable de nous. Et en fait, c'est une partie qui est très importante pour moi. Notre corps, c'est la partie visible. Mais en fait, on sent bien qu'il y a autre chose que notre corps. Notre corps, en plus, c'est lequel? C'est celui d'aujourd'hui, c'est celui d'il y a 20 ans, c'est celui de quand j'étais une petite fille. C'est lequel, notre corps? Notre corps, il est en évolution et il montre, en fait, l'évolution de notre âme à travers notre plastique. Donc, pour moi, tout est lié, en fait. Et la méta vient faciliter, en fait, cette reconnexion à soi. Et du coup, quand on se reconnecte à soi, on est en meilleure santé. Comment on fait la bascule, ce changement de paradigme quand on fait des études en physique-chimie d'ingénieurs qui sont quand même des écoles assez formatées, souvent pour arriver finalement dans une profession qui est plus spirituelle que formatée, où on va chacun développer nos propres outils avec notre propre connaissance de l'être humain, mais aussi de cette partie éthérée de l'être humain. Comment on change ce paradigme? Alors, ça se fait pas comme ça. Enfin, moi, j'ai vu la chose se faire petit à petit. Je dirais que le déclic, c'était quand même quand mes enfants étaient petits. J'ai eu conscience qu'eux, ils étaient connectés à leur désir profond, qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Et je me disais, moi, j'ai souvenir quand j'étais petite d'avoir été comme ça aussi jusqu'à peut-être l'âge de 20 ans. Et puis, au moment où j'ai fait mes études, je me suis laissée piéger dans le formatage parce que j'étais une bonne élève et puis parce que j'avais peur, surtout si je n'étais pas une bonne élève, de ne pas réussir ma vie. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas réussir sa vie si on n'avait pas fait des belles études et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je vois bien les gens de ma promo, je les sens enfermés en fait dans quelque chose. Et je me suis dit, si je ne veux pas que mes enfants subissent ce chemin-là, qu'ils perdent leur connexion à qui ils sont vraiment, il va falloir que moi, je me reconnecte à qui j'étais.
Et donc, c'est cette recherche-là, en fait, et puis en même temps, j'ai cherché pour mon fils. Donc voilà, je suis rentrée là-dedans. Et en fait, je me suis souvenue que depuis toute petite, je voulais être médecin, que je voulais, en tout cas, que j'avais à cœur d'aider les gens et de les soigner. Et je n'ai pas fait médecine parce que j'ai eu la révélation de la physique moléculaire, de la physique quantique, voilà. Donc j'ai fait des études là-dedans, mais le truc m'a rattrapée parce que quand j'ai soigné mon fils, quand j'ai aidé mon fils, je me suis rendu compte que toutes les lectures que je faisais, je me suis dit: «Mais en fait, même si je loupe, le but, même si j'arrive pas à régénérer, la santé de mon fils, en fait, c'est tellement passionnant tout ce que je découvre là, c'est qu'en fait, il m'a aidé à retrouver mon chemin en vérité». Mais c'est souvent ce qu'on dit, c'est que nos enfants, ils sont là pour nous aider Tout à à nous fait. reconnecter à notre véritable chemin. Tout à fait. Et là, vraiment, c'est cadeau parce que c'était difficile. Et en fait, c'est parce que en tant que mère, je souffrais en me disant: «C'est pas possible que lui, je peux pas le laisser. Comment il va faire pour se débrouiller s'il n'a pas accès à tous ses C'est neurones, tout son cerveau?» Et en fait, c'est cette peur-là qui a été le moteur et qui fait que derrière, bah, ça m'a ouvert le truc. Et voilà. Après, quand je regarde, moi, j'ai jamais été vraiment, une élève obéissante dans le sens où je vois bien que dans les dans les boîtes, heu, mes collègues, mes copains de promo, on leur demande des choses et ils ne se posent pas de questions si c'est conforme à leurs valeurs profondes. Moi, je sais que j'aurais pas pu faire des choses en contraire à mes valeurs profondes. Par exemple, moi, j'ai jamais falsifié aucune donnée, et je voyais bien que moi, j'ai des collègues qui me disaient: «Bah, ah bah, ma boîte m'a demandé de trouver ça comme résultat, donc on va biaiser un peu pour trouver ça». Moi, ça m'a toujours choqué ce genre de choses parce que moi, je suis incapable de faire ça. Incapable. après, c'est vrai que c'est une histoire de conscience. Enfin, je sais que j'ai fait, malheureusement, on va dire, j'ai fait cette expérience. Je n'ai jamais pu falsifier. Par contre, c'est vrai que je fournissais les rapports avec la note au-dessus et je passais à la personne suivante. Alors, c'est hypocrite, hein. C'était, bah, tiens, là le bébé. Moi, je ne Ouais. suis pas d'accord, t'en fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Après, voilà, je jette pas la pierre Mm. parce qu'en fait, chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, j'ai eu la chance de finalement pas trop travailler, pour l'industrie, de la chimie, d'être tout de suite, déviée sur un environnement, plus petit, plus restreint, familial et cetera. Mais la bascule, du coup, tu vois, elle s'est faite doucement et puis finalement la place du coaching santé aujourd'hui, bah, c'est la moitié de ma vie, quasiment, hein. Oui. Du coup, tu es en retrait parce que je sais que c'est l'heure de l'avion qui passe. Je crois que vous ne l'entendez pas, mais moi, ça me perturbe toujours à chaque fois que, euh, je crois savoir que tu continues, du coup, toi, une double activité. Ouais. Et du coup, comment tu fais la part des choses entre cette activité qui est terriblement, on va dire, ancrée dans le réel, puisque tu me confiais tout à l'heure que vous vendiez de la brasure pour les moteurs d'avion et ce genre de choses, pour faire les soudures. Euh, Comment tu arrives à faire cette part de choses en toi, des choses terriblement concrètes, hein, et puis de cet aspect qui peut paraître un petit peu plus spirituel finalement, cette conception de la santé où tu parles de régénération, alors par l'alimentaire, tu l'as fait aussi, tu as fait tout un travail sur les yeux, tu as fait toute une formation, tu as monté toute une formation pour la régénération des yeux. Euh, Comment des gens qui aujourd'hui sont prisonniers, enfermés, pour reprendre tes mots, sont enfermés dans leur job, comment on peut les aider finalement à aller vers autre chose qui soit peut-être de prime abord plus perché, mais où finalement ils vont se reconnecter à eux. Alors, moi, Mm. je suis pas, je me considère pas comme perchée du tout. En fait, je suis d'abord quelqu'un de très ancré, tu vois? Dans la matière. Moi, j'ai une conscience de mon corps. Je peux, décrire, en fait, chaque, partie de mon corps parce que je suis très ancrée. Donc du coup, ce côté spiritualité, je ne le considère pas comme un perchage. Je le considère comme, en fait,
et je pense en fait que c'est dangereux d'aller d'abord chercher la spiritualité si on n'a pas d'abord un ancrage profond avec la terre. Donc ça, moi, je pense que les études d'ingénieurs, je constate en fait que les ingénieurs sont en général des gens qui sont bien ancrés dans la matière, qui ne sont pas des gens perchés. C'est un peu le danger justement de se percher sans avoir cet ancrage de prime abord. Donc ça, c'est une première chose. Et moi, je me considère comme quelqu'un de vraiment dans la matière, l'organisation, tu vois. Dans mon profil méta, il y a du feu. Le feu, c'est quelque chose qui a besoin de maîtriser, qui a besoin d'organiser, qui a besoin de structurer. Donc moi, je suis avant tout ça. Donc mon métier d'ingénieur, il me permet de m'épanouir dans ce don-là, en fait, que j'ai, cette capacité à structurer les choses, à être organisé. Et ce n'est pas incompatible avec, tu vois, la connexion au corps, ce n'est pas seulement une connexion à la matière, c'est une connexion aussi à notre intuition, parce que l'intuition, elle passe par le corps. Bah, donc, principalement, oui. Voilà, donc moi, je ne le vois pas comme quelque chose de dissocié, en fait. Pour moi, c'est le corps avec ses différentes branches, la partie visible, voilà, la partie tangible, celle que tout le monde voit, celle que tout le monde peut toucher, et l'autre partie, la partie qu'on entend, qu'on sent, mais qu'on ne peut pas mesurer. Et cette partie-là, en fait, c'est là que j'inviterais les gens qui sont encore dans un métier très ancré. C'est cette partie-là que je leur conseillerais d'ouvrir, parce qu'on a tous ça. On a tous une intuition. Et en fait, le seul problème, c'est qu'on n'a pas appris à avoir confiance en nos intuitions. Et quand oui, c'est souvent, on fait plus confiance à notre mental qu'on va faire confiance en nos intuitions, alors que notre mental nous induit plus en erreur que… C'est ça. Notre mental, en fait, lui, il est constitué de la bibliothèque de notre passé, donc en fait, que les choses qui sont déjà arrivées, alors que notre intuition, elle est connectée en énergie à tous les possibles. Donc, notre mental, il est très limité par rapport à notre intuition. Il est limité, puis en plus, il est assez sectaire en général. Il nous ramène toujours les vieilles histoires bien pourries, pas très positives. En fait, le mental et l'ego, lui, il est là pour nous protéger, pour ne surtout pas faire des choses nouvelles, des choses dangereuses, parce que tant qu'on est vivant aujourd'hui, si on fait pareil qu'hier, on va rester vivant demain. On va rester vivant. C'est ça. Donc, en fait, moi, ce que j'invite à faire, c'est de lâcher cette peur de l'ego et du mental, leur dire, OK, vous êtes là, vous me servez, dans plein de domaines, vous êtes super utile, mais en fait, pour diriger ma vie, ce n'est pas de vous que je vais me servir. Vous êtes là en cas de problème, mais pour diriger sa vie, faire confiance plutôt à son intuition. Et moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition, tu vois. Je crois qu'on est beaucoup quand arrivé à un certain seuil à fonctionner. Moi, je ne fonctionne quasiment qu'à l'intuition. La plupart du temps, mon mari, d'ailleurs, ça l'amuse parce que souvent, il me dit pourquoi? Je dis, j'en sais rien, je sais. OK, alors on y va. Par contre, si je suis capable de lui donner une raison structurée et raisonnable, il va me regarder en me disant non, on ne fait rien. Oui, parce qu'il a compris que si je raisonne à l'intuition, c'est que c'est OK, mais si j'agis sous le coup de l'intuition, c'est OK, mais si j'y mets un raisonnement, c'est plus OK. Ah ouais, OK. Ben oui, c'est ça. Pour faire des nouveautés, de toute façon, il ne faut pas utiliser le mental, hein, absolument. Non, c'est clair. C'est clair. Le mental doit être un serviteur, mais pas un maître. Oui, et pour beaucoup, c'est un maître, c'est celui qui va régir. Tout à l'heure, je t'entendais dire, j'ai passé la peur d'aller chercher des choses nouvelles quand tu parlais de la santé. Ouais. Et c'est vrai que beaucoup vont reculer face à la peur ou vont fuir, mais ne vont surtout pas aller de l'avant. Ouais. C'est souvent la constatation. Ce qui m'a donné le courage, c'est moi, je voulais sauver mon fils, en fait. Donc là, oui. Je me foutais pas mal de tout ce qu'on me disait. Ah oui, mais attention. Ah oui, mais attention. Moi, j'ai eu en face de moi une pédopsychiatre à qui je racontais que justement, il y avait tout un tas de techniques alternatives pour régénérer les parois intestinales, pour faire en sorte. Et elle, tout ce qu'elle a su me répondre, c'est ah oui, mais on n'a pas de preuve que ça marche. Et je lui ai dit, mais vous savez, je ne vais pas attendre 10 ans que vous ayez des preuves. Moi, c'est tout de suite que j'ai besoin. Donc, je teste et je vérifie. Et comme ça marche, j'utilise. Point barre. Parce que tu vois, elle voulait attendre qu'on ait des preuves. Mais quand tu es là, au bord du précipice, parce que ton gosse, tu as besoin de le sauver, bah, tu n'attends pas qu'on vienne te valider. Moi, je n'avais pas besoin de ça. Mon intuition, elle me disait que c'était par là qu'il fallait aller. J'ai suivi mon intuition et j'ai bien fait.
Tu as bien fait, a priori. Bah oui, j'ai bien fait. Et en fait, je veux dire, elle c'était tout théorique, c'était déconnecté du réel et de la souffrance des enfants qui sont dans cette détresse à l'école, quoi. Parce qu'il y en a un nombre. Du coup, dans l'alimentation, il lui restait quoi? Il lui restait de la viande, il lui restait. Est-ce que je suis en train de me dire que je vais essayer d'appliquer la même chose à Eloane? Parce que moi, j'ai toujours cette gêne entre son décrochage émotionnel et ce qu'il est, parce que c'est un petit bonhomme qui est d'humeur joyeuse globalement, mais dès qu'il y a une frustration, il se coupe de tout. Il a une super connexion à l'univers. C'est le gamin pendant un temps qui s'amusait à faire pleuvoir, mais littéralement, à faire pleuvoir et faire venir le soleil. Il en jouait avec son frère quand son frère lui disait j'ai envie d'aller dehors. Ah ben il fait pas beau, attends, on va appeler le soleil. Et il se mettait à faire beau. Et puis son frère revenait en disant ah ben finalement non, je veux jouer au Playmobil. Ah bon ok, alors la pluie continue à tomber. Et il se remettait à pleuvoir. C'était drôle. Il avait 3 ans, il n'avait pas conscience de tout le reste. Et j'aimerais lui ramener cette connexion-là parce que c'est magique. En fait, moi, à la maison, on mange. Quelqu'un qui vient de l'extérieur ne pourrait pas dire qu'on ne mange pas comme les autres. Parce qu'en fait, moi, je fabrique tout sans gluten, mais avec des choses, du pain, je fabrique du pain, je fabrique je fais des quiches, des pizzas, des gâteaux, avec d'autres farines que celles qui contiennent du gluten. Ouais. Du coup, en fait, on n'a Au pas final, on va trouver du gluten dans quoi? Dans la farine de blé? Ouais, le blé, l'orge, le seigle. Voilà. Et sinon, il y a des tonnes de farines qui ne contiennent pas de gluten et avec lesquelles on peut faire notre pâtisserie, on peut faire nos gâteaux, nos quiches, nos pizzas, notre pain. Voilà. Et donc, du coup, et puis après, on peut utiliser des laits végétaux, des crèmes de coco, des crèmes d'amandes, des crèmes voilà, pour faire les quiches, pour faire la crème, pour faire. Voilà, on peut même faire du tiramisu sans gluten et sans laitage. Donc, en fait, on ne voit pas la différence. La seule chose où je trouve qu'ils n'ont pas encore réussi à donner c'est vraiment les fromages. Les fromages, il y a des fromages véganes, des fromages faits à base de… moi, je ne les trouve pas encore 100%, mais ils finiront certainement par trouver des équivalents. Moi, quand j'ai commencé à supprimer le gluten il y a 11 ans, les pâtes sans gluten, elles étaient dégueulasses. Les pains sans gluten aussi, ils étaient dégueulasses. Et puis là, en 11 ans, ils ont fait des progrès énormes. Donc, ça fait déjà des années qu'on arrive. Et ils y arriveront certainement aussi avec les fromages. Il suffit juste d'être un peu patient. Mais vu les dégâts que ça fait dans le corps, je pense que tester ça, et pas le tester 2 jours en se disant « Ah ben non, ça ne marche pas ». Non, il faut… Non, je pense qu'il faut du temps parce que ça fait des années et des années qu'on nous intoxique avec tout un tas de choses. Ouais. On a déjà révolutionné beaucoup, nous, notre façon de manger. Il n'y a plus rien qui vient du supermarché, il n'y a plus rien. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était la facilité. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on a le courage de faire à manger si on a un enfant tout le monde en bénéficie dans la famille et tout le monde va mieux derrière. Parce que même si les autres, soi-disant, étaient en bonne santé, ils vont être de meilleure humeur, ils vont être moins fatigués, ils n'auront plus mal au crâne, ils n'auront plus mal au dos, ils n'auront plus de douleurs articulaires, etc. Donc, en fait, c'est un cadeau pour toute la famille de changer cette alimentation. Et en fait, quand on cuisine, on fait en sorte, moi mes enfants, mes pizzas, c'est les meilleures pizzas de la Terre. Hein. Voilà. Point. Je vais essayer parce que c'est vrai que je suis toujours embêtée avec ce côté d'Iloane que je ne sais absolument pas gérer parce que ça me renvoie très certainement à des choses aussi chez moi qui sont encore ancrées, sur lesquelles je travaille. Mais je vois hier, ils sont en école à la maison, hier je travaille avec lui et à un moment donné, j'ai eu le malheur d'élever la voix en lui disant mais ça fait déjà 10 fois que je te le dis et il s'est effondré en larmes parce qu'Eloane, il a ce souci de toujours tout vouloir bien faire à la perfection et ce n'était pas ce que je cherchais et du coup c'est vrai que je me sens désarmée face à ça et je me dis mais je ne l'aide pas et là il faut qu'on trouve une solution à ça et c'est vrai que c'est un gamin à côté de ça qui est débordant d'énergie, qui est globalement toujours joyeux, mais il y a ce truc qui d'un coup bloque
qu'il y a une frustration, qu'il y a une peur de l'erreur, et hop, ça part en cacahuète. Ouais. Et c'est vrai que souvent, je me dis, il y a un mieux. Il y a un mieux depuis qu'on a changé d'alimentation. Mais on n'a encore pas tout modifié. Alors là, j'avais dit les laitages, c'est uniquement quand on peut avoir des choses qui sortent du pied de la vache. Mais j'ai vu la vache, je sais où elle est, à quoi elle ressemble, mais je ne veux plus rien qui vient de l'industrie agroalimentaire. Et du coup, c'est vrai que depuis qu'on est rentré de France, on n'a plus de laitage. Et je m'aperçois qu'il y a un mieux. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont plus fluides. Bon, par contre, son frère, en ce moment, est extrêmement fatigué. Je n'ai pas encore identifié le truc non plus. Mais bon, je trouve qu'il mange trop de confitures maison, certes, mais dans lesquelles il y a quand même du sucre, même s'il n'est pas raffiné. Et du coup, je suis en train de me dire, OK, il faut que je remplace encore le sucre dans mes confitures. Ouais, le sucre est très addictif. Après, voilà, c'est aussi une compensation émotionnelle d'être attiré par le sucre. Donc, en fait, quand on se met à la bonne place, c'est pour ça que la méta est très précieuse pour ça, parce que ça permet aux gens de savoir où est-ce qu'ils vont être le mieux adaptés. Et du coup, quand on a une vie qui est agréable, quand on est connecté à sa puissance, en fait, quand on est aligné, on fait des choses, on ne s'ennuie pas, en fait. On constate qu'on est moins attiré par les choses sucrées qui sont en général là pour compenser une frustration émotionnelle. C'est ça. En fait, en travaillant sur la globalité de la personne, pas seulement… si on n'a pas travaillé sur les motivations, être bien dans ses activités, faire exactement ce qu'on aime, etc., c'est difficile de supprimer le sucre. Oui, c'est une compensation, c'est vrai. Alors, une compensation. Donc, en fait, les gens qui se disent « OK, il faut que je supprime le sucre », ils se frustrent. Ils se frustrent. Ils se frustrent jusqu'à ce qu'ils craquent. Parce qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas le sucre. Le sucre, c'est une conséquence d'une frustration. Ouais. Mais comme souvent, d'ailleurs, le lien avec l'alimentaire, on dit souvent que la prise de poids est liée à l'émotionnel. On règle l'émotionnel, on règle le poids. Tout à fait. On règle une sécurité et on n'a plus besoin de cette couche protectrice quand on a récupéré sa sécurité intérieure. Et ça passe aussi très certainement par tout ce qui est aliment, tout ce qui va rentrer dans notre corps et qui va faire qu'intérieurement, déjà, la sécurité, on va la ressentir. Oui, alors, en fait, la prise de poids, les personnes qui ont besoin de se protéger de l'extérieur, qu'elles prennent du sucre, il y a des gens qui stockent le sucre, qu'elles prennent de la graisse, il y a des gens qui stockent la graisse. Et celles qui vont supprimer le sucre, la graisse, elles vont stocker de l'eau. Parce que quand on a besoin de cette protection, le corps, il le trouve là avec ce qu'on va lui donner. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ne mangent que de la salade et qui quand même gonflent et sont en surpoids parce qu'elles ont besoin psychologiquement de cette couche protectrice. Et quand on fait le travail intérieur sur la sécurité, on fait diminuer en fait ce besoin de sécurité. Derrière, le corps, il n'a pas besoin de stocker, il n'a plus besoin de stocker. Oui, et naturellement, il ne va plus stocker. Naturellement, il va retrouver son poids d'équilibre. Ouais. Ça, en fait, c'est le travail dans la globalité qui fait ça. Comme dans tout, à chaque fois, je veux dire, on a une prise je vois moi dans mes accompagnements, je dois fonctionner comme toi. Alors sur d'autres aspects, mais j'ai une prise holistique de la personne qui va venir me voir parce qu'elle est mal dans son boulot, parce qu'elle a envie d'en changer ou parce que la vie qu'elle vit ne lui convient pas. Mais c'est pas le boulot le problème, c'est pas l'incidence des études que les parents ont forcé à faire. Non, souvent c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un mauvais. Moi, souvent, c'est ce que je leur dis, vous fonctionnez tout à l'envers. Vous êtes un poste qui a toutes les bonnes pièces, mais rien n'a été placé là où il fallait. Voilà. Et de les faire refonctionner en fonction. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leurs besoins. Il y a beaucoup de gens qui, parce que c'est pas correct, parce que c'est égoïste, parce qu'il y a tout un tas de croyances qui entourent ça. Et quand je t'entends parler de la nourriture, au final, je me dis oui, on a cette même déconnexion de l'assiette, au final,
que la déconnexion qu'on a intérieurement de nos émotions ou de tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on prend les choses, au lieu de les prendre dans la cohérence de qui on est, on va prendre des choses extérieures en disant « Ah ben, je mange parce qu'il faut manger ». Mais non, tu manges parce que ça répond à un besoin et que ce besoin-là, il vient nourrir quelque chose. Et voilà. Et je m'aperçois au final que on fonctionne, au lieu de fonctionner globalement, on fonctionne tous sur un aspect. Parce que moi, tu vois, typiquement sur l'assiette, hein, même s'il y a eu beaucoup de changements, je fonctionne toujours comme quelque chose qui est externe à moi. Et là, je viens de prendre conscience que non, ça doit être quelque chose que je dois intérioriser et non pas percevoir comme une source de plaisir. Ok, mais une source de plaisir qui nourrit également un besoin interne. Je crois que ça a été la prise de conscience de notre discussion. Ah, bah, tant mieux. Je te remercie. Je vais mettre tes liens pour qu'on puisse te retrouver, pour que les gens qui nous auront écoutés puissent te retrouver. Je sais que tu partages pas mal de recettes sur Instagram. Oui, j'ai un compte Instagram. Je suis très active sur Facebook principalement, mais depuis un peu plus d'un an, j'ai remarqué qu'on ne retrouvait plus mes recettes sur Facebook parce qu'elles sont perdues dans le flot de partage méta, de partage santé, de partage sur les yeux, etc. Donc, j'ai pris la peine de créer un support différent et du coup, maintenant, je les partage sur Instagram. Alors, je ne fais pas des choses artistiques, moi. Hein, je suis quelqu'un qui est là pour nourrir les gens, qui fait voilà, c'est pas pratique. Voilà, du fonctionnel, de l'utile, en fait, on va dire. Et c'est sain, c'est toujours sans gluten, sans laitage, sans sucre raffiné. C'est des recettes faciles que je partage ce que je fais en vérité. Hein. Je ne partage pas des choses que j'ai trouvées ailleurs. Je partage quand je les ai expérimentées et quand j'ai trouvé pertinent, que j'ai trouvé ça bon, que j'ai trouvé ça… voilà. Et je donne les détails de comment je le fais pour que les gens ne soient pas là avec les ingrédients sans savoir dans quel sens on les met. Donc voilà, ça, c'est sur Instagram que je le fais. Et puis, à côté de ça, tu as un blog ou tu as un site internet où on trouve ta formation sur les yeux. Et puis C'est ça, j'ai une page qui regroupe en fait les 3 activités, la méta d'un côté, les coachings santé et la formation en ligne pour les yeux, pour la régénération naturelle de la vision, hein, voir clair sans lunettes. Et il y a une page en fait qui synthétise les 3. Après, les gens peuvent aller lire. Puis j'ai un blog aussi où je partage des articles un peu plus profonds que sur Facebook où on est un peu limité. J'ai un blog avec… Un peu censuré même, on va dire le mot. Ah oui, largement censuré, effectivement. Donc un blog avec des articles sur la méta, sur la santé, sur les yeux, voilà, un peu. Merci beaucoup Aurèle. Vous retrouverez donc tous les liens dans la description. Et merci beaucoup, Patricia. Merci. N'hésitez pas à contacter Aurèle. Je te remercie pour cette magnifique interview qui est aussi une véritable prise de conscience pour moi de certaines choses. Et puis, j'espère que ça va aider des mamans parce que j'en connais beaucoup qui ont des enfants qui se retrouvent avec des TDAH, avec des problèmes de concentration, des problèmes de dyslexie. Et si ça peut se régler aussi simplement, on va dire, sans passer par de la médication, sans passer par de la surmédicalisation, comme je vois des mamans qui sont toujours chez le médecin pour l'ergothérapeute, le machin. Là. Et pour avoir été un enfant médicalisé, c'est pas une vie. Non, c'est difficile pour eux, d'autant plus que pour moi, en fait, ce n'est pas l'enfant qui a un problème, c'est la société dans laquelle on essaye de les faire rentrer qui est malade. Donc, en fait, nos enfants, ce sont des pépites. Hein. En fait, on est juste là pour accompagner au mieux et faire émerger en fait toute la beauté qu'ils ont à l'intérieur. Et les contraindre pour rentrer dans un moule qui lui-même est déjà malade, ce n'est pas la solution. Mais il y a plein de choses extraordinaires à faire différemment de ce que la société nous propose. Ça, c'est sûr. C'est clair, j'en suis convaincue aussi. Écoute, merci beaucoup. Merci et puis, au plaisir de te retrouver bientôt sur les réseaux, de toute façon. À bientôt, Patricia. À bientôt à tous, au revoir. Ah, j'ai les chiens qui disent au revoir aussi, j'adore.